Alors, Jean-Michel Dalle, Mignon à Berkheim, je voudrais faire une proposition très très simple. Nous sommes aujourd'hui une marque généraliste, inconnue, donc pérenne, marque chinoise, avec une gamme pléthorique, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a finalement sous le capot. On ne sait pas si c'est 4x4, on ne sait pas si c'est électrique, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme boîte de vitesse, on ne sait rien. Il n'y a même pas d'ailleurs concessionnaire, c'est la situation qui va bientôt être la nôtre, parce qu'il y a des tas d'endroits, il n'y a plus d'un Alsace sur le cas, où il n'y a plus d'un Alsace dans les assortiments. Donc nous sommes en train de devenir une marque chinoise, à peu près inconnue, avec une gamme incroyable, mais pas d'identité. Donc il faut faire un vrai travail sur l'identité. Et le premier travail sur l'identité, c'est de clarifier notre production, pas seulement techniquement, mais en termes de contenu, d'image communicante. Il y a une très grande différence entre un vin produit à 83 hectolitres hectares dans le bas du coteau, avec une ambition assez minimale. En tout cas, la pression constante quotidienne, journalière, de réduire ses coûts, de ne pas avoir de personnel dans les lignes, de mécaniser tout. Il y a une très très grande différence avec la démarche qui consiste à faire 40 hectolitres hectares, à mettre des vignerons dans les mines, à avoir des grandes densités de plantation, à récolter des raisins vraiment mûrs, à perdre une partie du rayonnement aromatique pour remplir le fond de bouche. Et notre problème alsacien, c'est que nous n'avons pas réussi à segmenter notre discours. Voilà. Et tout le monde s'accroche au cépage comme Jésus-Christ à son crucifix. Excusez-moi, vous savez tous que le cépage ne vous renseigne pas sur ce qui est dans la bouteille. Si le cépage vous avait renseigné sur ce qui est dans la bouteille, notre problème serait réglé. Or, nous n'avons pas de définition de ce qui est dans la bouteille. Moi, je fais une proposition très très simple. Comme il est évident que les Alsaciens, par souci d'uniformité ou d'égalitarisme, ne souhaitent pas supprimer la possibilité d'une viticulture productiviste ou semi-industrialisée. C'est une évidence. Chaque fois qu'on a des débats internes dans la profession, on voit bien qu'il y a un pan entier de la viticulture qui ne veut pas entendre parler d'excellence, d'ambition, qui vit d'une production à un coût très très modéré, très contrôlé, très contraint aussi. Voilà. Donc je constate que ces vins existent. Donc il y a une solution, Bernard l'a évoqué, on les supprime, très plus, voilà. Moi je n'ai pas le souvenir, dans des millésimes très 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 peu productifs, que les Alsaciens se soient portés beaucoup plus mal. Je pense à 90 par exemple. Finalement, le marché réagit quand même, et les prix montent, voilà, donc il y a quand même une compensation. Donc c'est visiblement pas la solution, donc à minima, il faut distinguer dans les vins qui sont proposés ceux qui appartiennent à cette logique semi-industrielle, n'ayons pas peur des mots, relativement productive, qui est basée sur pas seulement le cépage, mais la fraîcheur, la légèreté et surtout la dimension aromatique, et les vins de lieu, les vins de terroir, qui sont des vins de fond de bouche. Et il nous faudrait donner de chacun de nos terroirs une définition en termes de fond de bouche. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Schlossberg? Voilà, on est là, on monte la rue, on passe en dessous du Schlossberg. Je me dis, bon sang, ce coteau, il est extraordinaire. Ça doit être extraordinaire, ces vins-là. Franchement, faire de la viticulture là, avec tous ces petits murets, c'est un paysage incroyable. Je rentre chez un vigneron, je tombe sur la vigneronne, je lui dis, écoutez, j'aimerais goûter cet endroit-là. Comment vous dites Schlossberg, c'est difficile à dire, si ça doit être des vins extraordinaires. Et la bonne femme me répond, le Gewürz ou le Riesling. Et là, excusez-moi, je perds le pantalon, je débande, ça s'arrête tout de suite. Mon prix est divisé par 2 ou 3, ou peut-être 10. Ça ne peut plus valoir 40 €, parce qu'elle utilise des discriminants qui sont ceux du bas de gamme. Elle essaye de me vendre du haut de gamme, du Schlossberg, en utilisant les descripteurs du bas de gamme. Et ça ne peut pas le faire. Est-ce que Ferrari envisage de vendre des voitures? Ferrari vend un mythe, une boîte de vitesse robotisée et Ayrton Senna au volant. Quand vous achetez une Ferrari, c'est ça que vous achetez un rêve. Si vous en voyez passer l'une, vous verrez qu'en général, elle roule doucement. C'est ça qui est incroyable. Ok? Donc, Ferrari communique avec des termes qui ne sont pas ceux de Fiat.
on a la vérité là, c'est confirmé. Quand est-ce que les Alsaciens décideront de faire le ménage, et pas seulement la question de la sucrosité, entre les discriminants qui sont ceux du vin quotidien, simple, utilitaire. Visiblement, il y a une population alsacienne qui est attachée à ce modèle du Trinkwie, et puis les discriminants des grands vins qui sont produits avec tout à fait d'autres logiques, qui sont en général des logiques de rentabilité à très long terme, qui n'est pas de rentabilité immédiate. Quand est-ce qu'on se décidera à faire ça? Moi, je vais m'arrêter, j'ai parlé longtemps, juste pour vous dire, il y a un petit endroit en Alsace où on essaye de faire avancer ce dossier, c'est l'Université des Grands Vins. On est en train de travailler sur une définition tactile des vins de lieu, d'essayer de, pour chacun des vins de lieu, on a fait une dégustation récemment de 4 grands crus, trouver les 4 ou 5 mots pour dire ce que c'est le Schlossberg qui n'est pas du Mambourg, pour dire qu'est-ce que c'est le Rhein qui n'est pas du Kastelberg, etc. Nous avons toute la diversité de la géologie, nous avons tous les cépages. La seule chose qui reste vraie, c'est que si on n'est pas capable de dire que le Schlossberg n'est pas du Rhein, nous avons perdu la bataille et on s'en sortira pas. Je pense aussi, pour m'attacher à ce que disait Jean-Michel, c'est sûr qu'il faut une partie de vin que l'Alsace fait doit être des grands vins qui s'intéressent ce marché super premium. D'autres vins sont pour d'autres consommateurs. Donc là, avec les premiers crus, les grands crus, c'est là où il faudrait commencer à réfléchir sur vos grands crus. Parce qu'il y a beaucoup de vins qui ont grands crus en étiquette, qui ne sont pas les grands crus, ils ne sont même pas bons. Alors là, il faudrait vraiment réduire l'air. Et sinon, parce que si vous mettez grand cru sur l'étiquette, le vin n'est pas bon, vous aviez gaspillé quelque chose qui vous aiderait. Et donc ça, il faut faire des grands vins. C'est pas nécessaire qu'ils doivent tous être grands vins, parce qu'il faut quand même des vins qu'on peut vendre à 5, 6, 7 euros pour le grand public. Mais là, les grands vins doivent être grands vraiment, sinon ça ne sert à rien. Oui, je ne sais pas parler comme Jean-Michel, on m'excusez, mais en fait, je suis viticulteur depuis 60 ans. Je crois que j'aimerais revenir en arrière. Mon père était viticulteur, on avait 2 hectares de vignes, vaches, cochons, poules, n'est-ce pas? Et on vivait même mieux avec ça. Mais une chose que j'ai appris chez mon père, il a dit à Keberschwier, c'est mon village natal, tu ne pourras jamais planter des Riesling. Plante des légustaminaires, du pinot à la liqueur, mais pas du Riesling. Quand j'ai eu la chance d'être à l'école à Geisenheim, donc, et c'est là que j'ai compris que le terroir et le climat est très important pour valoriser un cépage. Donc, alors ça c'est très important et il ne faut jamais oublier que quand on entend les gens parler, il y a 2 grands cépages blancs au monde, c'est le Riesling et le Chardonnay. Maintenant, si on veut participer donc dans cette, je dirais donc dans cette magnificence, je dirais donc comme les, je crois qu'on aurait intérêt à copier les Bourguignons. Bernard le sait, je suis souvent invité chez les Bourguignons, mais j'adore cette viticulture. Pourquoi? Parce que 80-90% c'est des viticulteurs qui font la vigne et qui vendent le vin. Alors chez nous, j'ai demandé à M. Paul donc de dire la viticulture en Alsace, c'est 80% des metteurs en marché. Alors, vous avez vu un article qui parlait actuellement dans les dernières nouvelles à une coopérative qui vend des grands crus à 50 € le carton des 6 bouteilles. Et c'est 5 grands crus. Donc, si vous achetez ça, vous avez une remise de 20%. C'est sûr, avec ça, on ne peut pas faire des grands vins. Maintenant, j'aimerais revenir en arrière donc, en ce qui concerne le Riesling. Moi, je voulais, effectivement, je me rêvais de ce vin. J'aime beaucoup le Riesling allemand. J'ai beaucoup d'amis viticulteurs allemands. Je suis souvent invité par les viticulteurs, même par le président Prin von Salm, etc. Je lui ai aidé donc à faire leur Große parce qu'ils voulaient d'abord l'appeler Grand Cru. J'ai dit surtout ne faites pas ça, donnez un nom allemand, n'est-ce pas? Donc ils avaient ça Große Lage. Mais la première des choses que j'ai dit, limiter le rendement. On l'a dit, alors dites-le-vous. J'étais invité à Würzburg. J'ai dit, si vous dépassez les 50 hectolitres, vous ne pouvez pas faire des grands crus.
et avec un minimum de pieds à l'hectare. Or, en Alsace, il faut déjà commencer aussi par parler de pieds à l'hectare, n'est-ce pas? Parce qu'on voit des 2500, 3000 pieds à l'hectare, et donc c'est pas ça qui va faire, parce que le rendement est à 40 ou 50 hectares, qui va faire le grand vin. Les Bourguignons, c'est 10 000 pieds à l'hectare. Il a un respect devant sa vigne. Moi, je parle à viticulteur bourguignon, mais je suis au paradis, je dirais presque. Et donc, il faut que nos jeunes viticulteurs en Alsace deviennent la locomotive, et très, très, très vite, sinon ça ne va pas bien en Alsace, croyez-moi. J'ai beaucoup de contacts avec les Allemands, je suis très visité par les Autrichiens. J'étais souvent en Autriche à l'école de Klosterneuburg, le professeur était encore là la semaine dernière, n'est-ce pas? Il a dit, mais je ne comprends pas qu'en Alsace, on ne réfléchit pas plus, n'est-ce pas, sur cette qualité du vin, n'est-ce pas, qu'il faudrait développer, surtout dans le Riesling. Je voudrais vous citer une anecdote qui m'est arrivée. En 72, c'était un grand ami, c'était Gérard Parpier, il était inspecteur de la represse des fraudes, il me téléphone, Léonard, je panique, je ne sais plus quoi faire. 90% des Riesling n'arrivaient pas à 9 degrés. Hein? Alors donc, vous voyez, on a déjà fait quand même un chemin, on arrive actuellement à faire des Riesling quand même à 12 degrés. Et donc, je crois qu'il faut continuer dans ce sens. Mais il y a certainement, il faut y réfléchir sérieusement aux limites de rendement, n'est-ce pas? Bernard, tu penses que tu es mon ami, hein? Je ne sais pas, moi, je suis à côté de la plaque, je ne pense pas, et donc c'est très vite qu'il faut faire ça. Alors les premiers crus, ça va être pareil. Je sais qu'Olivier a dû se battre parce qu'il y a des gars qui veulent dépasser les 50-60 hectares pour faire des premiers crus. Est-ce qu'on a bien classé les grands crus? Là est le grand problème. S'il y a des vins qui ne sont pas bons, est-ce que le classement était bon? Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en Bourgogne, 3% du vignoble est grand cru et 10% est en premier cru. Or, nous, en Alsace, on a bientôt, je ne sais pas, 10 ou 12% qui sont en premier cru. Donc, voilà, donc je crois que ça demande à réfléchir, et je crois que les jeunes viticulteurs, donnez-vous la peine, vous arrivez et on pourrait faire aussi grand, sinon plus grand Riesling que les Allemands et les Autrichiens. Merci. Juste une petite remarque à propos de la jeunesse. Enfin, je connais quelques jeunes vignerons alsaciens. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé d'être en Alsace, c'est que les jeunes Alsaciens, enfin, la génération des 25, 30, 35, en fait, communiquent beaucoup entre eux. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez en témoigner, mais il y a des échanges qui sont de plus en plus forts. Il y a une vraie osmose. Enfin, il y a beaucoup d'échanges, en fait, et je pense que c'est très constructif. Voilà, juste une petite réflexion à la partie. Oui, merci pour le micro. Tout d'abord, Marc-Louis pareil. Tout d'abord, merci à nos orateurs du jour, en particulier Bernard et Yann. Vous êtes vraiment formidables. De temps en temps, un peu beaucoup de compliments. Il faudrait un peu d'humilité aussi chez nous. Hein, mais si vous êtes là et si nous sommes tous là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Hein, le problème, il existe. Et je crois qu'on se rejoint tous sur un point, c'est la segmentation. Hein, l'Alsace a du vin. Il faut séparer les 20% haut de gamme des 80% de base. Mais la base, pour moi, n'est pas des petits vins, c'est des entrées de gamme. Et là, Yann, tu as complètement raison, on peut faire des vins super sympas, super attrayants, qui peuvent s'appeler Sylvaner ou Pinot Blanc. Pour moi, c'est pas d'ailleurs une richesse du vignoble, c'est pas quelque chose à ignorer. Hein, et garder la complexité pour les 20%. Hein, là, ça doit être complexe, ça doit être tenir du terroir de la personne. Qu'est-ce que c'est que le terroir? Mais c'est les hommes aussi, c'est pas seulement le sol. Hein, il faut des bons cuisiniers en cuisine pour faire de la gastronomie. Hein, et c'est là que ça se passe. Alors les 80% de vin devraient être très clair, un profil que tout le monde peut comprendre. Pour moi, le plus connu au monde, c'est Chablis. Hein, le monde entier a fait du Chablis partout parce que pour eux, c'est clair. C'est un vin blanc sec, d'abord. D'ailleurs, quand vous parlez de nos amis allemands, quand vous voyez leur magazine, quand ils ont des étiquettes et des bouteilles présentées en couverture, il y a toujours marqué dessus Trocken.
Hein. Pourquoi est-ce qu'ils communiquent là-dessus? C'est que c'est le sens du temps. Alors que l'Alsace qui se foutait de la gueule de nos voisins il y a 40 ans en disant qu'ils faisaient de la limonade, aujourd'hui ils vendent leur 22 fois plus cher que nous et ils font la publicité pour 3 cents. Hein. Alors il faut revenir à des choses plus simples. Pour les 80% qui le trompent, hein, l'immeuble sur lequel il y aura une belle terrasse, il faut que le profil soit clair, net, qu'on parle de vin. Si tous les vins étaient à moins de 5 grammes, on n'aurait plus besoin de marquer la sucrosité. Hein. L'Alsace a une richesse formidable, elle a 2 appellations, les classiques et les liquoreux. Hein. Il ne faut pas mélanger les styles. Les liquoreux peuvent être les meilleurs liquoreux du monde, les classiques secs peuvent être les meilleurs secs du monde. Donc, que les raisonnements soient un peu plus clairs, que la complexité soit réservée à une élite, parce que c'est une élite qui consommera les 20%. Hein, il n'y en a pas tellement, 20% ça représente presque rien du tout, hein, sur le marché mondial. Alors, communiquons sur la base, qu'elle soit solide, claire, et ensuite on fera la crème au-dessus, pour ceux qui veulent bien la payer, et l'acheter et la consommer. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bon, alors, je pense que cette hiérarchisation est d'autant plus indispensable qu'il y a aujourd'hui, ici, la bagarre mondiale est dans les circuits de distribution, qui se spécialisent et que se spécialisent tout simplement par niveau. Aujourd'hui, Yann, on est bien conscient, puisqu'il a monté pour l'Italie une machine de guerre infernale en récupérant les meilleurs acheteurs, donc ici, les meilleurs sommeliers du monde, qu'il invite dans les jurys. C'est une arme absolue, qui les invite à Barolo, dans des grands concerts. Donc ici, et donc la bataille, elle est là. Et ces distribution, aujourd'hui, autrefois, effectivement, je suis d'accord, quand quelqu'un achetait, il achetait d'entrée de gamme, il achetait du haut de gamme. C'est toujours le cas de l'achat du particulier. Mais aujourd'hui, donc ici, le particulier, évidemment, c'est très estimable parce que c'est sûrement l'acheteur le plus rentable, en plus c'est bien chez vous, il faut être soigné. Mais aujourd'hui, il faut vraiment s'occuper des circuits de distribution, ici, et le circuit de distribution, aujourd'hui, il n'y a plus un seul circuit qui achète toute la palette. C'est très simple, ça n'existe pas. Chaque circuit de distribution est sur un niveau de hiérarchie, et pas plus. Et donc, c'est déjà beaucoup de travail. Donc, parce que, et la donne a totalement changé, parce qu'il y a encore 10 ans, 20 ans, les vins se vendaient facilement. Il y a 5 ans, je vois bien que dans le monde entier, pas uniquement en Alsace, dans le monde entier, le producteur passait un tiers de son temps à vendre des vins et 2 tiers à le produire. Et aujourd'hui, il passe largement les 2 tiers de son temps à les vendre et 1 tiers à les produire. Et donc, parce que c'est de plus en plus difficile, parce que la bagarre est mondiale, et on cite assez volontiers l'Autriche. Mais l'Autriche, la force de l'Autriche, elle tient au fait qu'il y a un chef qui s'occupe de l'Autriche. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, on monte un événement à Rome, je rencontre ici, donc à Londres, je discute avec lui. Ici, et puis au bout de 10 minutes, il dit « Ah ben le projet est bon, c'est ok, c'est d'accord. » Et c'est terminé. En France, j'ai passé 30 réunions, mais à la fin, ça ne sera pas. Voilà, donc ici. Mais là, et puis c'était d'accord, il a ramené l'Autriche, il a fait ce qu'il fallait. Donc ici, évidemment, il faut qu'il trouve son compte, parce que sinon, on ne va pas le rouler. Donc ici, on a fait en sorte que l'Autriche soit valorisée, mais il y a un chef avec un objectif, et il est comptable de ses résultats vis-à-vis des producteurs qu'il finance. Alors ici, il travaille sur un budget de 8 millions d'euros, 4 millions qui viennent de la production directement, et dans lequel il va rendre des comptes tous les ans. Et je peux vous dire que ça marche. Donc moi, je vais peut-être... Vous savez que c'est le budget du CIVA, 8 millions? Je ne sais pas, moi. Moi, je voulais revenir par rapport à cette hiérarchisation, parce que même si je suis quelqu'un qui croit beaucoup au terroir, je trouve que les arguments pour le faire sont souvent, ou je les ai mal compris ou mal expliqués. Parce qu'on dit, ça va valoriser les grands crus. Ok, moi je veux bien, mais aujourd'hui, on a bien dit cette différence de grand cru qu'on voit à 10 euros. Si un premier cru commence à être vendu à 12 euros alors que le grand cru est vendu à 10 euros, on a le premier problème. Deuxième problème, qui est tout aussi simple, finalement on dit oui, mais ça va valoriser les terroirs qui n'ont pas été classés en premier cru. Et bien ceux qui sont bons, ils sont déjà tous valorisés.
Donc c'est-à-dire que finalement, les bons terroirs qui vont certainement être premiers crus demain sont déjà vendus 3 ou 4 euros plus cher que les classiques et 2 ou 3 euros moins cher que le grand cru. Donc finalement, apporter cette notion premier cru sur des terroirs qui sont déjà reconnus comme meilleurs qualitatifs, c'est quoi? Et ensuite, on va faire ça par petits bouts, parce qu'on est alsacien, donc on va faire ça par petits bouts. On va en faire 15, d'accord? Donc les 15 vont tirer leur épingle du jeu, très bien. Et alors tout le monde va se dire, tiens, moi aussi j'aurais voulu faire. Et comme pour ce qui s'est passé pour les grands crus, alors j'étais trop jeune, mais on en a quand même assez parlé, tous les villages vont vouloir leur premier cru, donc finalement on va nous faire un melting pot. Et maintenant moi je vais citer quelque chose de simple, qui peut me citer tous les premiers crus de Volnay? Personne. Personne. Finalement, on est attaché juste à un lieu-dit qu'on a goûté un jour chez un vigneron et qui nous a donné finalement de l'émotion. Donc ce lien au terroir est très important parce que finalement, c'est toujours pareil, on peut aimer Mozart, il peut être joué par du piano ou du violon, on peut préférer le piano au violon, mais ce qui est important, c'est d'apprécier Mozart. Pour moi, c'est comme ça que je conçois le terroir. Donc à un moment donné, le cépage n'est qu'un interprète. Mais cet interprète peut être de qualité ou de moins bonne qualité. Et finalement, on peut préférer le violon au piano, ça c'est quand même quelque chose de personnel. Donc l'occulter totalement n'est pas la solution. Mais finalement, ces premiers crus ne viennent pas ou trop tard ou trop tôt. Trop tard parce que finalement on aurait dû le faire en même temps que les grands crus et peut-être pas mettre certains grands crus aussi haut. Ou alors trop tard parce que finalement aujourd'hui la hiérarchie alsacienne est déjà là. Alors on va me dire, oui, ben on va commencer par la strate des villages. Et bien finalement, qui c'est qui va en bénéficier? Les villages à notoriété touristique, parce que finalement, un riz va être vendu dans le monde entier parce qu'il y a une photo dès que vous ouvrez une page sur l'Alsace. Moi qui suis de Viroval, je ne suis pas convaincu que Viroval, si on marque sur l'étiquette, ce sera vendu. C'est la vérité. Donc c'est là où, à un moment donné, je dis qu'il faut peut-être se poser une bonne question, peut-être d'abord qualitativement sur nos deux strates actuelles, avant de vouloir en rajouter beaucoup plus. Je m'attache à ça. C'est sûr que c'est très difficile à faire. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont... il y a beaucoup d'intérêt, donc c'est sûr qu'il faudrait remanier un peu les grands crus. Le brand était 3 hectares une fois, hein, il y a 50. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faudrait revoir. Je pense que quand même donner le mot premier cru, ça va quand même aider. Il y a de très beaux lieux-dits qui sont peut-être un peu sous-estimés. Parce que nous, on connaît très bien la valeur de Bourg ou de Nantembourg, mais les autres non. Donc si vous voyez la première crue, ça va certainement aider. Je pense qu'on peut prendre confiance en voyant ce qu'ont fait les Allemands. Si vous vous rappelez, le monsieur l'avait dit, il y a 40 ans, ils se sont inventés, 40 ans, oui, 40 ans, oui, 30 ans, ils se sont inventés le Trocken. Et c'était de vin imbuvable. Ce que vous vous rappelez, ils étaient vraiment des limonades. Les personnes qui comprenaient un peu de vin ne buvaient jamais, surtout celles de la Moselle, où il faisait vraiment froid, donc c'était imbuvable. On buvait les Alttrocken. Les gens qui connaissaient vraiment le vin, jamais on touchait un Trocken dans les années 70. Ils étaient mauvais. Mais cependant, ils sont réussi à améliorer, ils sont réussi à se mettre ensemble, et maintenant, les Trocken, ils vont bien. Moi, je préfère toujours un bon Spätlese ou Auslese, mais ça, c'est une question de goût. Le fait, c'est que dans une certaine période de temps, ils sont réussis à changer. Et comme eux, ils sont réussis, je pense que vous pouviez réussir. Et c'est très, très important. Je vous fais l'exemple d'un vin fameux italien qui s'appelle Brunello di Montalcino. Brunello di Montalcino, c'est 250 hectares. D'abord, c'est un problème, parce qu'en 1933, les hectares étaient 40. Et de ces 250 hectares, on fait tous le Brunello di Montalcino, mais il y en a certains qui sont très bons, et qui sont vendus à 60, 80 euros la bouteille, et même plus. Et il y en a d'autres qui sont minables, et ils sont vendus à la porte de la cave à 7 euros, 8 euros, on ne dit pas. Ou ils sont vendus à ceux qui en bouteille. Et donc, ça, il faut vraiment remanier un peu. Il faut faire attention avec les premiers crus, avec les grands crus. C'est quand même une bonne idée. Mais c'est sûr que ça doit avoir une raison qui explique leur existence. Sinon, c'est simplement un nom et ça ne va pas aider. Maurice de Berman. Je pense qu'on a fait beaucoup de constats qui sont justes ce soir, mais
il y a quand même une réalité. D'une part, on a agrandi l'union. C'était une bonne chose parce que ça fait beaucoup vivre beaucoup de familles. Le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas fait assez de... M. Turchi parlait des 20% et des 80%. Moi, j'ai l'impression des fois qu'on veut faire 80% de haut de gamme et 20% d'entrée de gamme. Mais les 80% du haut de gamme, ils sont au même prix que les entrées de gamme. On a déjà les mêmes prix presque pour le foncier, qu'on soit vraiment en plaine dans les endroits qui posent problème par rapport aux lignes en montagne. Pour moi, il devrait y avoir une plus grande différenciation au niveau du rendement. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle de lisibilité du produit, moi je trouve quand même que ces dernières années, on a fait beaucoup de progrès. Les gens ont pris conscience des vins avec des sucres résiduels et tout. Moi, ce qui me porte à cœur, c'est qu'on devrait avoir une démarche collective où on ferait beaucoup plus de marketing. Je trouve vraiment dommage quand je vois ici des petites structures, tous ici, ils passent la moitié de leur temps à faire le tour du monde, à essayer de trouver des petits marchés. Et à côté de ça, il y a des grandes structures qui, je me souviens encore d'un article il y a quelques années de la coopérative de Bestin, qui est quand même un grand maître à marché, il expliquait qu'il n'avait même pas de directeur commercial export. Alors moi je trouve triste que nous, petites structures, on doit mettre tellement de moyens pour essayer de défricher des marchés, mais ensuite ça suit derrière. Le problème, on parlait de Bourgogne, de Volnay, on connaît peut-être pas tous les premiers crus. La Bourgogne fait rêver, l'Alsace ne fait pas suffisamment rêver. Je pense qu'il faut, si l'Alsace faisait plus rêver, je pense qu'on ne parlerait pas de tout ça et beaucoup de familles pourraient vivre de ce qu'ils font. Mais je trouve que ce n'est pas actuellement suffisamment le cas. On n'a pas assez de moyens collectifs, et on n'a pas une démarche collective suffisante pour pouvoir promouvoir les vins d'Alsace. Parce que ici, on est tous conscients, tous ceux qui sont là, ils sortent, mais je les rencontre, ils vont sur les marchés, mais ça coûte cher une petite structure quand on fait à peine, je ne sais pas, 80 000 bouteilles ou 60 000 bouteilles comme certains, c'est pas possible quoi. Donc je ne dis pas que celle-ci va faire mal son travail, mais c'est sûrement pas ça, mais il faut trouver, peut-être qu'on ne donne pas assez de budget sur des choses précises et on en donne peut-être trop à d'autres.